dans l'univers, tout est relié. Les êtres humains qui vivent sur un support planétaire font partie de l'ambiance de cette planète. Lorsque les humains ne sont plus en harmonie, en accord avec les énergies porteuses de la planète, plus toutes les énergies qui sont transmises par le cosmos dans bien des faisceaux de conscience, eh bien, ces consciences humaines vont avoir une action sur l'environnement au niveau énergie. Et ces énergies vont se transmettre à la matière, parce que la matière, c'est l'aboutissement du rayon de la lumière. C'est la partie ultime de la création. On ne peut pas aller plus loin que la matière. Et surtout, une matière aussi dense, aussi lourde qu'ici. Donc, tout ce qui est énergie agit à un moment ou à un autre sur la matière. La pensée positive est créatrice. Même à l'autre bout de la galaxie, lorsque des êtres, des consciences intègrent la vie sur une planète, ils se servent de leur mental créateur, et c'est très bien. Mais il y a le mental destructeur qui va provoquer des vibrations non organisées dans cet univers où tout est parfaitement équilibré et organisé. Et à partir de là, il y a une divergence entre ces émetteurs négatifs et l'équilibre planétaire. Et parfois, la planète réajuste ses propres énergies et va provoquer une catastrophe dite naturelle. Pourquoi, à l'époque où Vénus et Mars abritaient des vies sur leur plan matériel, il n'y avait pas de catastrophe? Parce que les êtres évoluaient dans l'harmonie. Et il y a une majorité de planètes dans le cosmos où tout se passe normalement. Il n'y a pas tous ces phénomènes que nous connaissons ici, y compris la dérive des plaques tectoniques, y compris le système volcanique qui est très actif actuellement. Tout cela est résorbé dans un certain équilibre, même physique. Cela s'explique, je n'ai pas les éléments bien sûr, mais je dirais que ces êtres-là peuvent comprendre physiquement pourquoi sur telle planète ça se passe différemment d'ici. Il s'agit donc de l'explosion de la planète Athéna, qui s'est passée entre 65 et 60 millions d'années, qui existait dans le système solaire entre Mars et Jupiter. Bien sûr, tout en ayant des éléments bien tangibles que je vais vous soumettre, la science ne peut pas admettre qu'il y ait eu une planète à cet endroit-là. On ne peut pas admettre qu'il y ait eu des planètes qui étaient habitées par des humains à cette époque-là. Nous allons regarder quel est l'état de notre système solaire à l'époque. Vénus était une planète qui abritait sur son sol, donc en dimension 3, une civilisation humaine, technologique, développée, intelligente. Les gens vivaient un peu comme nous pourrions vivre aujourd'hui, mais dans de bien meilleures conditions. Sur Terre, c'était l'époque du Crétacé, donc il y avait les dinosaures et une certaine faune, une certaine flore qui se développait. Mars était une planète sans satellite qui abritait aussi sur son sol, en dimension 3, une civilisation humaine, technologique, intelligente, avancée, peut-être au niveau de la conscience un peu moins avancée que la civilisation de Vénus. Et il y avait Athéna, qui était une planète d'une dimension un tout petit peu plus petite que celle de la Terre, qui abritait aussi une civilisation humaine qui était beaucoup plus avancée que les autres civilisations, parce que ça avait été la première planète du système solaire à abriter une vie humanoïde. Ces êtres-là ont acquis, à travers leur évolution, la possibilité de créer des nouveaux êtres, des nouveaux corps, de participer à une création, comme cela se passe d'une manière assez courante dans le vaste cosmos. Mais, à un certain moment, une partie de ces êtres-là ont voulu aller trop loin. Ils ont été accélérés par leur désir, et comme il y a une loi universelle qui s'appelle le libre arbitre, ils ont commencé à dévier dans leur conscience. Ils ont voulu créer de nouvelles choses, de nouveaux êtres, mais à leur façon, en fonction de leurs désirs et dans les conditions qu'ils décidaient eux-mêmes.
sans s'occuper spécialement des autres. Et en même temps, il y avait les nouvelles formes de pensée, les nouveaux désirs, tout un ensemble d'énergie qui était émise par ces êtres-là qui, de plus en plus, allaient trop loin. Ils voulaient créer d'autres corps, d'autres races. Au bout d'un moment, ça n'allait plus dans le sens du système solaire. Ce qui fait qu'à vouloir prendre des décisions tout seul et à créer selon leurs propres désirs sans tenir compte des lois universelles, à un moment donné, ils se sont trouvés en décalage par rapport aux lois du soleil. Et en plus, comme pour créer, ils avaient besoin de beaucoup d'énergie, ils se sont mis à rechercher des moyens d'acquérir de plus en plus d'énergie. Différents types d'énergie, énergie physique, énergie mentale. Donc, à un moment donné, il y a eu association d'un déséquilibre fondamental au niveau des états de conscience entre le soleil qui promulgue ses propres énergies, ses propres lois, et ceux qui étaient à l'intérieur de sa sphère d'influence et qui décidaient de faire autrement. On pourrait dire qu'au moment de l'explosion, cette civilisation a possédé des moyens technologiques avancés tout de même. Pour avoir plus d'énergie, y compris des énergies bien tangibles, ils ont voulu utiliser les énergies colossales du magma de cette planète. Donc, ils ont creusé des puits pour aller rechercher, utiliser ces énergies-là. Bon, le magma, quand même, sont des roches en fusion de plusieurs milliers de degrés. Et voilà qu'ils sont allés un peu trop loin. Et à un moment donné, il y a eu communication entre le magma à travers ces puits très profonds qu'ils avaient creusés et l'eau de mer qu'il y avait sur cette planète. Imaginez-vous ce que peut faire de l'eau de mer qui rentre en contact brutal avec des roches en fusion. Explosion. Explosion, et de proche en proche, comme il y avait déjà déstabilisation au niveau des plans subtils, l'équilibre était à peine maintenu, et là, ce processus de mise en relation de l'eau de mer avec des puits, ils n'ont pas fait exprès, ça a été un accident parce qu'ils n'ont pas maîtrisé leur technologie. Ça a provoqué de proche en proche des explosions, et la planète entière, à un moment donné, a explosé complètement, entièrement, d'autant plus facilement que sur le plan subtil, déjà, elle était plus dans l'équilibre. Donc elle a explosé en une infinité de particules qui vont de plusieurs dizaines de kilomètres jusqu'à des poussières. Des astéroïdes ont été projetés dans l'espace très loin et ont été absorbés par certaines planètes. Vénus, par l'onde de choc et par les débris qui l'ont percuté, s'est rapproché du Soleil de quelques millions de kilomètres. Le sens de rotation a été inversé et par effet de serre, la température a augmenté. Naturellement, il y avait une population qui était en dimension 3, qui a subi les répercussions. Mais heureusement, cette planète, de par son degré d'évolution, les êtres avaient migré en grande partie en dimension 4, qui est une dimension subtile, non matérielle. C'est un plan de vie que l'on retrouve partout dans le cosmos, la dimension 4. Donc il restait relativement peu de gens en dimension 3. Bon, ils ont perdu leur corps naturellement à travers cela. Et ensuite, petit à petit, l'atmosphère s'est échappée et les conditions physiques ont été modifiées aussi. La Terre a changé légèrement d'orbite, son sens de rotation s'est ralenti, elle a changé d'inclinaison de quelques degrés par rapport à son axe de rotation. Elle a reçu des bombardements météoriques, mais comme elle avait une atmosphère assez dense, la plupart ont été brûlés dans l'atmosphère, à part quelques gros météorites qui ont percuté le sol et qui ont provoqué cette succession d'événements qui est bien décrit par la science actuellement, ce qu'on appelle un univers nucléaire. Les météorites qui percutent le sol dégagent énormément d'énergie, destruction, je dirais de 90% de la faune et de la flore terrestre. Ceux qui étaient dans les océans ont été protégés, mais aussi les animaux qui étaient souterrains et les petits animaux qui ont pu se cacher pour échapper à la chaleur notamment.
Ça a été le début du règne des mammifères. Les mammifères ont pu se répandre en différentes familles tout autour de la Terre parce qu'il n'y avait plus ces dinosaures qui foulaient son sol. La Lune a été bombardée aussi. Elle a légèrement donc changé d'orbite. Quant à Athéna, eh bien, il y a une ceinture d'astéroïdes. Mars s'est éloigné par rapport au Soleil, elle a changé d'orbite aussi. Elle a subi un important bombardement météorique. La vapeur d'eau s'est échappée insensiblement de cette planète. En 2004, la NASA envoie 2 robots explorateurs sur Mars pour tenter de comprendre. Ils confirment que Mars est un désert asséché et hostile, avec seulement 1% de l'atmosphère de la Terre. Mais ils trouvent des preuves qu'il y a eu de l'eau par le passé. Mars n'a pas toujours été un désert. On a des preuves irréfutables qu'il y a eu de l'eau sous la surface, qu'elle est remontée à la surface, puis s'est évaporée. On voit aussi par endroits des traces de ruissellement caractéristiques d'un écoulement d'eau sur le sable. L'eau a existé sous la surface, puis a coulé sur la surface. Si Mars a un jour eu de l'eau, elle a probablement aussi eu une épaisse atmosphère. Alors, que s'est-il passé? Les êtres qui évoluaient technologiquement, qui vivaient sur cette planète, ont eu le temps de créer des bases artificielles et des vaisseaux pour pouvoir vivre dans des conditions, je dirais, artificielles, puisqu'ils ne pouvaient plus vivre sur le sol de Mars qui s'est dégradé. Actuellement, la science sait maintenant qu'il y a de l'eau sur Mars, qu'il y a eu des mers, qu'il y a eu des rivières. Tout cela maintenant est bien connu. Elle ne sait pas qu'il y a 60 millions d'années, il y avait des êtres. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que dans l'imagination populaire, on parle des Vénusiens et on parle des Martiens. Peut-être parce qu'il y a encore un inconscient collectif qui se manifeste. Passons à Jupiter. Lors de l'explosion, elle a absorbé beaucoup d'énergie qui lui a fait augmenter son diamètre physiquement. Et elle a récupéré un certain nombre de morceaux d'Athéna qui ont formé des anneaux. Il y a des anneaux autour de Jupiter. Saturne a subi peu de changements de par sa position au moment de l'explosion. Elle a reçu aussi des débris qui ont formé des anneaux qui sont bien connus et bien photographiés. Uranus et Neptune, ces planètes se trouvaient assez loin. Mais cependant, Uranus s'est incliné sur son orbite et ils ont reçu, ces 2 planètes, des débris de l'explosion d'Athéna. On pourrait dire que 95% des astéroïdes sont encore dans cette fameuse ceinture. Le plus gros astéroïde que l'on a repéré actuellement, c'est Cérès, qui fait 1000 km, un peu plus de 1000 km de dimension. Mais il y en a d'autres qui ont des noms qui sont bien connus, Vesta, Pallas, Junon, ont des diamètres plus petits, qui vont de 500 à 200 km, dans la ceinture des 500 000 astéroïdes que l'on peut déterminer. Mais il y a d'autres astéroïdes dont les orbites échappent à cette ceinture. Mars, avant l'explosion, n'avait pas de satellite. Les 2 satellites de Mars qui s'appellent Phobos et Deimos, qui ont 22 et 11 km, on ne peut pas dire de diamètre parce que ce sont des patatoïdes. Eh bien, ce sont 2 morceaux de la planète Athéna qui étaient situés dans des zones fortement volcaniques, donc poreuses, un peu comme la pierre ponce chez nous, et qui, par le jeu des énergies, se sont satellisés autour de Mars. Voilà pourquoi leur densité est beaucoup plus faible qu'ailleurs, parce que ça provient de 2 morceaux particuliers de cette planète-là. Alors bien sûr, tous les corps ont disparu dans l'explosion, mais il faut bien faire la différence entre un corps et la conscience qui habite le corps, ou les corps. Nous savons tous maintenant que nous avons différents états de conscience associés à différents corps, matériels ou non matériels. Donc, lorsqu'on perd un corps, nous gardons le reste. De la même manière que lorsqu'on se désincarne, on ne meurt pas, on
on échappe au corps matériel et on va se retrouver sur des zones subtiles avec les autres corps et l'ensemble de nos états de conscience. Eh bien, pour Athéna, ça a été pareil. Les consciences qui n'avaient pas de problème d'évolution ont été transférées sur une planète autour de Alpha du Centaure et ils ont continué à évoluer dans le sens de Athéna. Les consciences qui ont eu des problèmes, donc qui ont dévié, ont été transférées sur des plans subtils des planètes du système solaire. Il faut savoir aussi que dans notre système solaire, l'ensemble des planètes est habité par des consciences qui évoluent sur des plans subtils, qui échappent bien sûr à nos appareillages, mais toujours est-il que ce sont des consciences qui sont dans des états d'énergie et vibratoires qui échappent à nos investigations actuelles, sauf pour ceux qui ont des capacités de contact avec ces dimensions-là. Concernant les Vénusiens, tu as l'occasion de me dire que s'ils le souhaitent, ils peuvent se matérialiser selon certaines circonstances. Ont-ils, eux, des vaisseaux spatiaux qui leur permettent de voyager ou le font-ils juste par la pensée? Non, eux ont des vaisseaux spatiaux qui leur permettent de voyager à la vitesse de la lumière, de la pensée, de ce qu'on veut, quoi, en fait. Et concernant Mars, il y a la plaine de Sidonia, où il y a donc on peut voir à l'œil nu ces visages, ces pyramides. On distingue bien ce qui pourrait paraître être une ville, des ruines ou pas. Alors ça, c'est aussi une question. Il y a des restes d'anciennes civilisations. Hein. D'accord. Et là, toutes les planètes du système solaire sont passées à un autre niveau vibratoire. Donc c'est un peu comme si on comparait, disons, notre vie, nous, sur Terre, et puis les fantômes, ou les êtres désincarnés, qui ont une vie sur un autre plan plus subtil. Mais qui sont là imbriqués avec nous, qui peuvent nous traverser sans qu'on les voit. Donc quand on arrive sur une planète, on peut très bien voir un désert ou ne rien voir du tout, parce que la planète dans son ensemble est passée sur un autre niveau. Vibratoire. À partir du moment où nous, on est sur ce même plan, on verra de la même façon. Alors, ou alors on aura des instruments assez subtils pour le voir, quoi. Qu'est-ce qui fait que l'on voit ces pyramides, Parce que c'est des restes d'anciennes civilisations aussi. Qui sont au même niveau que nous maintenant. Qui sont visibles avec nos appareils. Qui étaient au même et qui sont visibles avec nos appareils qui sont construits pour voir à la même vibration que nos yeux, que... C'est une question de longueur d'onde. C'est troisième dimension. Une conscience ne peut pas aller n'importe où, n'importe comment. Il faut qu'il y ait quand même une logique entre la conscience et l'ambiance qu'elle va rencontrer. Bon. Une conscience ne peut pas disparaître. Ce qui peut disparaître, c'est l'aspect matériel, l'aspect concret. L'univers existait avant qu'il y ait des galaxies, des étoiles et des planètes. C'est dans cet univers de conscience qu'un certain nombre de plans se sont formés et qu'à un moment donné, une matière est apparue qui s'est organisée selon les consciences préexistantes. Mais en supposant que tout l'aspect matière de l'univers disparaisse, retourne au niveau des énergies, l'univers sera exactement comme il est au niveau des consciences. Et la conscience Athéna, pour l'instant, elle continue à exister selon cette ceinture, mais en supposant qu'un jour, c'est pas en supposant, ça va arriver dans un certain nombre de milliards d'années, lorsque notre Soleil va augmenter pour devenir une géante rouge et va englober le système solaire et va disparaître, eh bien, la conscience Athéna va participer à la création d'une autre planète à travers une autre étoile. Il y a des instances universelles non humaines qui président à l'évolution de la vie dans l'ensemble de l'univers, aidées par différentes organisations comme la Confédération intergalactique. La Confédération intergalactique a agi avec des moyens technologiques pour aider au tri de la faune après cette explosion. Le rôle de la Confédération intergalactique, lorsque ça s'est stabilisé au niveau de la Terre, parce que ça a demandé des centaines d'années quand même, pour que les poussières retombent vers le sol, pour que
la faune et la flore se développent dans des conditions différentes et pour qu'un certain équilibre puisse se retrouver avec le redémarrage de la photosynthèse, la température qui baisse et une atmosphère respirable qui se met en place. Donc ça demandait beaucoup de temps. Le rôle de la Confédération à ce moment-là a été de venir sur le plan de la matière avec des vaisseaux pour faire le tri des consciences animales qui pouvaient survivre ou pas et aider ces consciences animales à survivre. Donc, ils ont établi sur ce qu'on appelle les chakras de la Terre, où ce sont donc des centres d'énergie beaucoup plus puissants qu'ailleurs, des véritables bases. Imaginez d'immenses bulles. La Confédération s'est occupée uniquement du règne animal. Le règne végétal, ça a été d'autres instances qui se sont occupées. Ils ont fait ce tri et ils ont aidé au redémarrage dans des conditions les plus faciles pour le règne animal. Beaucoup plus tard, lorsque des hommes ont évolué sur cette planète et étaient capables de comprendre les choses, les êtres de l'espace, qui ont toujours été présents sur cette Terre, ont expliqué à ceux qui pouvaient comprendre qu'il y avait eu ce cataclysme et que s'ils leur expliquaient ça, c'est pour que les hommes ne recommencent pas d'énormes bêtises qui pourraient mettre en danger la vie sur cette planète Terre. Et ça a été le début du mythe de Noé et de la montée des eaux qui, soi-disant, avaient recouvert la Terre. Non, il y a eu cette catastrophe. Bon, il se trouve qu'entre le Tigre et l'Euphrate, à un moment donné, il y a eu d'immenses inondations, bon, comme ça se fait aussi de nos jours. Et les gens, ils avaient été impressionnés par la catastrophe d'il y a 60 millions d'années. Ils ont associé ça à cette catastrophe et puis les hommes ont créé le mythe du déluge. Donc ce déluge, ce n'est pas un phénomène qui s'est développé sur l'ensemble de la planète Terre, mais c'est un phénomène local qui a été associé à cette catastrophe d'Athéna. D'ailleurs, le mythe de l'arche de Noé, où des couples d'animaux rentrent dans un arche, donc tout le monde sait que c'est absolument pas possible, tous les animaux de la création pouvoir rentrer dans un bateau, qui a été fait par quelques hommes et avec peu de moyens, mais il faut le voir sur un plan symbolique. C'était la référence des bases qui avaient été préparées par la Confédération pour sauver les animaux qui pouvaient être sauvés. Donc l'humain a un peu mélangé les choses. Et je vais aller un peu plus loin. Après tout, à mon âge, je risque plus rien. À un moment donné, après ces inondations, les êtres qui vivaient dans ces endroits-là ont voulu créer un monument à la mémoire de cet incident d'il y a 60 millions d'années. Ils sont allés sur un des chakras de la Terre, qui se trouve être dans la zone du mont Ararat, en Turquie, je crois. Et ils ont fabriqué un petit bateau en bois qui commémorait non pas Noé avec tous les animaux qui rentraient dans le même bateau, mais là aussi ils ont fait un savant mélange et ils ont construit ça et ils l'ont monté au sommet du mont Ararat, un peu comme on fait un monument commémoratif. Et on m'a dit à l'époque que si on allait au mont Ararat et qu'on se mettait à fouiller, on pourrait trouver des restes de ce bateau commémoratif. Des milliers d'animaux ont-ils réellement embarqué à bord d'un immense bateau pour survivre à un déluge dévastateur ? Comment un seul bateau, même immense, a-t-il pu abriter toutes les espèces d'animaux que nous trouvons sur Terre aujourd'hui ? Comment 8 personnes ont-elles pu prendre soin de tous ces animaux et les nourrir pendant une année entière passée en mer ? Le grand temple de Mustapha nous a emmenés directement au-dessus de cette montagne. On contournait des rochers, on passait au-dessus et en dessous de falaises. Quand est-ce qu'on va voir l'arche ? Et tout à coup, il montre quelque chose en bas. On regarde et voilà ce bateau énorme, impressionnant. Là, en dessous de vous, dans ce brouillard, vous voyez, c'est presque comme dans un rêve qui tout à coup devient réel. En 1959, on survolait le mont Ararat dans des avions de chasse quand on a repéré ce qu'on disait être l'arche de Noé. Ça avait la structure d'une grande péniche, un peu comme un grand garage. Ça ressemblait clairement à une construction humaine. Des échantillons de bois pris sur ce vaisseau ont été datés et remontent à l'époque où la Bible situe le grand déluge.
Ils n'ont pas retrouvé la vraie Arche de Noé, ils ont trouvé des restes d'un bateau commémoratif où les gens ont mélangé tout un tas d'informations et de notions, comme ça se fait même de nos jours actuellement. Les hommes de la Terre ont commis des erreurs, mais qui étaient limitées au niveau de la planète Terre, mais qui n'étaient pas en désaccord avec les lois du système solaire. Donc à partir de là, la planète Terre par elle-même n'est pas en danger. L'homme peut disparaître. Oui, tout le monde sait que s'il y avait une guerre nucléaire, ça pourrait vitrifier 80% du sol de la planète et que toute vie humaine, peut-être pas tout, mais une grosse partie pourrait être détruite. Bon, ça je dirais c'est lié à la technologie et aux possibilités et au libre arbitre de l'homme actuellement, oui. Mais la planète Terre elle-même n'est pas en danger parce que les conditions énergétiques, psychologiques, conscientielles ne sont pas les mêmes que lors de l'époque Athéna. Alors, oui, les Atlantes ont commis des graves erreurs qui ont fait qu'ils n'étaient plus du tout en accord avec les vibrations de Gaïa. Gaïa, c'est quand même la paix. Les êtres qui viennent ici sont invités à atteindre la paix, que ce soit la paix intérieure à travers soi-même, par rapport à soi-même ou par rapport aux autres. Bon. Il faut reconnaître qu'il y en a beaucoup qui ont encore de sacrés problèmes avec cette notion de paix. Voilà. Mais toujours est-il que si ces consciences viennent là, c'est pour apprendre quelque chose qu'ils n'ont pas encore intégré en eux-mêmes. En Atlantide, il y a une partie de la population qui n'a pas agi du tout dans le sens de la paix, de l'équilibre, de l'harmonie. Je ne donne qu'un exemple. Ils étaient très avancés au niveau civilisation, notamment en génétique, et ils ont voulu créer des êtres, eux aussi, mais mi-humains, mi-animaux, pour en faire des esclaves, pour se dégager des tâches courantes. Ça ne va pas. Ils ont aussi mis en place des activateurs nucléaires parce qu'il y avait une glaciation qui se développait. Donc à l'époque, antérieure à 12 000 ans, ils préféraient vivre dans un climat tempéré et agréable. Donc ils ont modifié le climat de la Terre. On peut collaborer avec les énergies de Gaïa, mais il ne faut pas aller contre le mécanisme normal de la Terre. Donc, cette civilisation a précipité sa fin. La civilisation atlante n'était pas faite pour s'arrêter plus ou moins brutalement il y a 12 000 ans. Elle devait continuer. Seulement eux-mêmes, ces êtres-là, ont provoqué les conditions de leur disparition en tant que civilisation. Ce ne sont pas des ouvrages, c'est l'histoire de la planète. Ce que je suis en train de vous raconter aujourd'hui sans pouvoir le démontrer, un jour, quand ce sera le moment, des archéologues vont donner un coup de pioche là où il faut et au moment où il faut pour tomber sur l'endroit où sont cachés des écrits, comme les manuscrits de la mer Morte. Un jour, c'est par hasard, un berger, en cherchant un mouton, une brebis qui s'était égarée, est arrivé dans une grotte où il a découvert ces manuscrits qui ont éclairé l'histoire des gens de cette époque-là. De la même manière, un jour, on va tomber on va pas tomber, mais on va découvrir des documents qui vont expliquer tout ça, et à partir de là, ce sera tangible. Aujourd'hui, l'histoire des 13 crânes est au cœur des croyances de nombreux adorateurs des crânes de cristal. Selon la légende, il existe 13 crânes de cristal fabriqués par des êtres d'une autre planète pour communiquer avec les humains et nous transmettre la connaissance suprême. Cette série de crânes serait donc l'œuvre d'extraterrestres qui les auraient confiés aux habitants de l'Atlantide qui, à leur tour, les auraient donnés aux Mayas. Une fois réunis, les 13 crânes révéleraient les mystères de l'univers et tout le savoir de l'humanité. Les crânes de cristal sont comme des ordinateurs antiques. À l'intérieur, ils emmagasinent un savoir incroyable. Ils fonctionnent peut-être comme une caméra vidéo. Ils peuvent enregistrer tout ce qui se passe autour d'eux.
Ils attendent que l'humanité soit prête à instaurer la paix dans le monde. Mais on n'est pas encore là, l'humanité n'est pas encore prête, globalement, à regarder cette vérité en face. Ça provoquerait trop de bouleversements au niveau de l'histoire, au niveau de la science, au niveau des religions, des croyances, etc. Il y a énormément de gens qui accèdent à ces informations à travers leur propre intuition, qui est un canal de communication, ou à travers des conversations qu'ils ont eues de telle ou telle manière avec tel ou tel type d'être, bien sûr. Mais pour l'instant, on ne fait que parler, on ne peut pas prouver quoi que ce soit. Bon, aujourd'hui, on parle d'un cataclysme physique, donc il y a des traces. Bon, c'est bien, mais pour les grands enseignements, ce sont des personnes qui ont eu accès à des informations, mais ça reste encore non palpable. Alors que si un jour on découvre une tombe et à l'intérieur des écrits qui expliquent l'histoire de l'Atlantide ou de la Lémurie bien avant, ou encore, comme nous avons fait il y a peu de temps sur l'histoire de l'apparition de l'homme sur la Terre, bon. Et puis la présence de l'espace, même si tous les jours il y a des êtres qui envoient, qui photographient, mais tout ça encore, ça reste dans un brouillard. Decades ago, visitors from other planets warned us about where we were headed and offered to help. But instead, we, or at least some of us, interpreted their visits as a threat and decided to shoot first and ask questions after. I've given more than 700 presentations of an illustrated lecture called Flying Saucers Are Real. It lasts about 90 minutes. I cover 5 large-scale scientific studies that 98% of the people have never heard of. I can give you my conclusions. The first one, the evidence is overwhelming that planet Earth is being visited by intelligently controlled extraterrestrial spacecraft. Some so-called unidentified flying objects are alien spacecraft. La science est en train de chercher des exoplanètes. Ils en trouvent des milliards de planètes potentielles où la vie pourrait s'exprimer. Bon, c'est bien. On parle d'êtres de l'espace qui sont en communication avec plein de gens, c'est très bien. Mais imaginez-vous qu'un engin bien matériel débarque, comme j'ai dit il y a peu de temps, place de la Concorde à Paris. Imaginez-vous la panique, les réactions, l'armée, la police, les politiques, et puis tous les bouleversements que ça pourrait créer dans notre société en déséquilibre, s'ils se mettent à expliquer ce que nous expliquons sans rien prouver, et qui serait expliqué par des êtres qui arrivent en combinaison et qui descendent d'une navette spatiale. Le choc serait terrible encore. Hein. Non seulement ils la voient, mais ils la mesurent et ils savent ce qui se passe. Et ils interrogent ce qu'il y a dans la conscience de chaque être pour savoir où en est la population de la planète, ce qu'elle prépare comme catastrophe. Oui, bien sûr, ils ont des engins, des appareillages, mais ils ont des disques d'enregistrement qui sont des merveilles d'électronique subtile naturellement. Où ils peuvent, c'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils savent tout ce qui se passe globalement et individuellement. Ce crop circle est apparu à la suite d'un message pensé d'ailleurs par un Français et qui était envoyé dans les années 70 par les Américains, en direction donc de Mars et plus loin, il y a une trentaine d'années. Hein. Et ce message est réapparu donc sous forme d'un crop circle avec les mêmes éléments et simplement des petits changements, notamment l'ADN qui est dédoublé, le petit personnage qui est plus l'humain, mais qui est plutôt un personnage genre grosse tête et petits bras. C'est une façon de nous projeter vers l'avenir, puisqu'il y a des tas de choses différentes, notamment au niveau de la population. Ce serait une façon de dire qu'il y aura ouverture et contact avec encore un autre monde extérieur. We are carbon and silica. Our table of elements is very similar. It says
we have a 3-strand DNA structure. It says we have a big head and a small body. We live on 3 of the planets of our solar system. The third one has 4 moons. And this is the technology we're sending this way. Now, this is not subject to interpretation. This is a binary code. They're talking to us directly. Je suis assez surpris de voir le nombre de personnes qui viennent me contacter pour m'expliquer ce qu'ils vivent. Ce qu'ils vivent, c'est tout à fait dans la ligne de prise de conscience et d'évolution de cette planète actuellement. Il y a beaucoup de gens qui vivent beaucoup de choses, qui rencontrent des êtres, qui sont en contact physiquement, où ils voient l'être devant eux, où ils assistent à des phénomènes. Je dirais, c'est dans une certaine sphère, c'est courant. Des gens qui savent, et ils savent intuitivement, c'est même pas la peine de leur expliquer, ils savent. Et quand je dis ça, ah ben oui, parce que moi, il m'est arrivé ceci, j'ai vécu cela, je ressens ça, ok, c'est même plus la peine de parler, on est en phase, quoi. Ce sont des êtres humains, ils ont un corps, ils sont densifiés, ils utilisent des appareillages, ils se déplacent dans des vaisseaux. C'est pas totalement abstrait. S'il y a une navette qui se cale sur la dimension 3, on va la voir et la photographier. Billy Meyer, il a pris des centaines de photos avec son appareil 24-36 de vaisseaux dans l'atmosphère en plein jour. Et des kilomètres de films avec sa petite caméra Super 8. Bien sûr, quand ils se décalent sur notre plan, ils deviennent visibles, on les photographie, on les voit et on peut communiquer avec eux. Et puis quand ils se décalent, eh ben, voilà, on va travailler avec notre troisième œil et non plus avec nos yeux de matière. Ce sont des technologies de l'espace qui sont capables d'analyser élément par élément et d'en déduire un processus. Avec des disques de reconnaissance qui se baladent partout et qui captent les choses au niveau de la Terre, au niveau des vibrations de la Terre, au niveau des êtres, et qui sont récapitulés dans les vaisseaux sous forme presque de courbes, hein, de potentiel, voilà. Mais ils n'ont pas le droit d'intervenir sur les erreurs, encore une fois, qui sont commises, mais d'essayer de transmettre une sagesse, une éthique de vie à ces humains terriens décidément trop turbulents et trop fermés. Nul n'a le droit d'interférer dans l'évolution d'une planète où les êtres humains se développent ou ne se développent pas en fonction de leur liberté. Si on impose quelque chose à quelqu'un, on ne le fait pas avancer dans sa conscience. Et on le remarque de manière très pratique dans nos civilisations. Lorsque un groupe est soumis à une pression où on l'oblige à faire quelque chose, ou à réagir comme ça, ou ne pas réagir, le jour où le couvercle saute, les êtres, il faut les reprendre dans l'état antérieur. L'évolution se fait à travers la possibilité qu'a chaque conscience de choisir son moyen d'évolution, son rythme et comment il va le faire. Sur cette terre, il est très facile pour les hommes de vivre d'une manière totalement différente. Je dirais qu'actuellement, notre technologie est suffisamment avancée pour qu'en quelques années, les grands problèmes qui existent aujourd'hui disparaissent. Seulement, on ne le fait pas parce que nous avons notre libre arbitre qui fait dire que telle chose est mieux que d'autres. Je peux vous assurer que c'est lorsque les êtres de la Confédération, puisqu'ils sont là pour aider à l'évolution de l'homme sur cette terre et ailleurs, lorsqu'ils vont débarquer avec leurs engins calés sur la matière, ils vont expliquer aux gens ce qu'il faut faire pour éliminer la quasi-totalité des problèmes de notre civilisation.
Mais quand ils vont venir le faire, c'est que les gens accepteront de les recevoir et accepteront de les écouter et accepteront de mettre en pratique leurs méthodes, qui sont extrêmement simples. Mais même nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes capables de redresser tout ça, seulement on ne le fait pas. Mais en permanence, la planète Terre est, je n'aime pas le mot bombardée parce que ça fait appel encore, mais disons, elle est sous une influence psychique d'ondes, de lumière, de vibrations, d'informations à tous les niveaux de type spirituel, pour que l'homme justement se décroche de son aspect matériel et aille vers l'esprit, prenne conscience de ce qu'il faut faire ou pas. Il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les hommes font tout pour être malheureux sur cette planète alors que ce serait si facile d'être heureux? Là, c'est quelque chose, je me pose la question. Hein, voilà. Je n'arrive pas à comprendre. C'est tellement facile de vivre dans une harmonie, en accord avec Gaïa. Gaïa est prête à nous donner des possibilités immenses qu'elle a pour notre bien-être, mais on se coupe de Gaïa et on la massacre et on a des pollutions irréversibles. On oublie de vivre selon les bases mêmes de l'équilibre de la vie. C'est nous qui nous sabordons. Mais supposons, après tout, pourquoi pas, ce ne sera pas possible, mais on va rêver 30 secondes. Par exemple, tous les êtres qui sont en train d'écraser cette oscillation par un certain phénomène bizarre deviennent inopérants. Je ne dis pas mourir parce qu'on ne peut pas souhaiter ça, mais tout d'un coup ils deviennent inopérants. Eh bien, partout, des êtres vont se redresser en disant voilà, il faut faire ceci, cela, comme ci, comme ça. Et je peux vous dire que nous-mêmes, sans avoir besoin de personne, nous sommes capables de créer une civilisation harmonieuse où il n'y a plus de gens qui ont faim ou qui ont froid ou qui sont écrasés par des bombes ou des attentats. Ça peut être, je dirais, au niveau de la conscience qui se développe et au niveau des moyens, nous savons faire. Seulement, ce n'est pas possible actuellement dans l'état de conscience général de cette planète. Il suffit d'aller dans vos familles et puis de commencer à exprimer tout ça, mais vous allez vous faire ridiculiser. On va vous conseiller d'aller consulter, comme les gens disent. Mais pourquoi prouver? Alors c'est un peu trop facile. J'accepte ça pas parce que je n'en ai la preuve. Non, il faut accepter ça parce que notre conscience évolue et ressent les choses à travers notre intuition. L'intuition, je l'appelle le canal royal parce qu'il est lié à nos grandes consciences, nos aspects cosmiques qui ont la totalité de nos vécus, de nos expériences, de nos potentiels, de ce qui a été intégré en nous. Et non pas notre petite conscience incarnée avec juste ce qu'il faut pour travailler sur tel ou tel secteur. Pourquoi il y a des gens qui savent tout ça sans jamais avoir appris ou entendu parler, et puis d'autres qui nous traitent de malades mentaux? C'est une question de développement de la conscience, tout simplement. La dimension 4 est une dimension cosmique universelle qui existe sur toutes les planètes connues. Gaïa a sa dimension 4, Vénus a sa dimension 4, Mars a sa dimension 4, ou Jupiter a sa dimension 4. Bon. Ces dimensions préexistent, elles font partie, je veux dire, de la structure de chaque planète. Nous, humains incarnés, on ne peut pas, comme ça, par augmentation vibratoire, se retrouver en dimension 4 avec nos godasses et notre djinn. C'est pas possible, ça. Hein. Lorsque on se désincarne et que nous sommes prêts dans notre vibration propre et dans notre état de conscience, on a l'autorisation de Gaïa de nous réincarner, on peut le dire, en dimension 4. Et là, nous avons un corps physique, c'est-à-dire une forme, mais à l'intérieur, il n'y a pas des atomes et des molécules, il y a de l'énergie densifiée, mais de l'énergie. On n'est plus sur un plan matériel, on est sur un plan subtil. L'homme de la Terre, globalement, n'est pas prêt à migrer en dimension 4. Ça se fera,
lorsque l'ère du Verseau sera entamée, lorsque l'ère du Verseau aura terminé son cycle d'évolution, l'homme de la Terre va migrer en dimension 4, pas brutalement d'un jour au lendemain, mais au fil des réincarnations, ceux qui sont prêts vont se retrouver en dimension 4, dimension physique et non matérielle, hein, il faut être bien précis là-dessus, et petit à petit, notre sol matériel va se vider d'humains parce que soit les êtres auront migré en dimension 4, qui est une dimension idéale, on pourrait dire, hein, par rapport à Gaïa, très équilibrée, très belle en vibration, et puis ceux qui n'auront pas pu suivre ce système eh ben, vont continuer à vivre sur une autre planète qui est préparée pour les recevoir, pour qu'ils suivent leur évolution, parce qu'ici, l'augmentation de la vibration et de Gaïa et des êtres qui s'incarnent vont aller dans un processus de plus en plus rapide et tout le monde ne pourra pas suivre ici. La Terre reçoit des aides. Je ne sais plus à quelle époque, hein, parce que je ne peux pas tout avoir en tête. Il y a eu une comète, Lévi-Strauss, je crois, qui s'est écrasée sur Jupiter. Elle s'est scindée en une dizaine de morceaux qui ont percuté Jupiter. À l'époque, j'étais avec mon épouse Oriane. On était dans les Hautes-Alpes et puis on regardait Jupiter et un instructeur nous a dit: soyez conscients qu'il se passe quelque chose d'important actuellement dans le système solaire, parce que cette comète qui vient du nuage de Oort, qui est l'extrême limite de notre système, amène dans le système solaire des vibrations, des énergies d'évolution pour l'ensemble du système solaire. Parce que les comètes aussi sont des consciences et sont porteuses d'énergie. Donc c'était un premier phénomène qui a provoqué des accélérations et même certains changements dans certaines flores qui ont été analysées par la science. Bon, ensuite, il y a eu un autre phénomène qui a commencé dans les années 2005. Il y a eu un alignement entre Sagittarius A, Pluton et la Terre. La Terre, vibration P. Pluton, harmonie active. Les énergies de Pluton bousculent tout ce qui n'est pas aligné par rapport à notre conscience pour que nous soyons en état de reconstruire plus haut et mieux. Donc, c'est les remises en question. Sagittarius A, c'est le centre de la galaxie, c'est un énorme trou noir qui participe au transfert matière et énergie, l'équilibre du cosmos. La vibration qui émane de ce centre-là, c'est amour universel sur tous les plans, dans toutes les dimensions et dans toutes les conditions. Alors je me suis dit, la vibration amour universel qui arrive sur Pluton, Pluton qui est la remise en question et qui aide à nettoyer tout ce qui n'est pas aligné, qui arrive sur la paix. Je me suis dit, dans la civilisation actuelle, tout ce qui ne sera pas aligné sur des vibrations d'évolution va ressortir vers l'extérieur, va être connu et ça va bousculer dans les foyers. J'ai calculé que le début de l'orbe, c'est-à-dire le début de la zone d'influence, c'était environ 2005, avec un maximum en 2008, et on sortait de l'orbe en fin 2011. Ça, c'est un phénomène cosmique. Et j'avais alerté mes amis en disant accrochez-vous aux branches, faites vite votre nettoyage parce que ça ne va pas être facile. Tout ce qui ne sera pas aligné en vous, dans votre conscience par rapport à votre plan d'évolution, ça risque de bousculer. Et effectivement, ça a bousculé chez les gens, dans leur ménage, dans leur environnement familial, et sur un plan global, planétaire, politique et autres. Tout ce qui était tordu s'est mis à ressortir et ça continue maintenant. Et puis, donc, on le vivait en conscience puisqu'on était averti. Et je savais aussi que, parce que les instructeurs m'en avaient parlé, qu'on allait rentrer dans cette zone d'accélération. Alors je me suis dit, bon, il ne faut pas que ce soit trop dur, donc je pense que l'accélération vibratoire de Gaïa va commencer à être sensible après le nettoyage Sagittarius Pluton-Terre. Eh bien, pas du tout, ça s'est fait. Disons que, en même temps qu'on était dans la fin de la zone d'influence, et je remarque qu'il y a des répercussions encore maintenant,
la vibration Gaïa a commencé à augmenter. Donc l'humanité a été soumise à deux phénomènes qui se sont associés. C'est pour ça que ça bouscule autant et ça va aussi loin actuellement. Mais en même temps, pour ceux qui surfent sur la vague, c'est très évolutif. Il y a des êtres qui évoluent très rapidement et très puissamment, des prises de conscience qui se font très belles, et puis d'autres qui bloquent et qui font des horreurs absolument inacceptables et inouïes. La vibration Gaïa augmente, et quoi qu'il arrive, c'est la conscience Gaïa, c'est le système solaire, elle augmente. Nous sommes actuellement incarnés sur Gaïa, et puis il y a ceux qui sont dans l'astral aussi, hein, ils n'ont pas leur corps matériel, mais ils sont bien là. De gré ou de force, nous devons nous rééquilibrer au fur et à mesure pour rester dans la vibration Gaïa. Donc ça nécessite des réajustements importants, lourds, difficiles, même au niveau de nos ADN, pour nous maintenir. Il y a ceux qui se maintiennent et qui progressent, et à partir de là, il y a des ouvertures qui se font très rapidement, et il y a d'autres qui ne veulent pas, ou qui n'y arrivent pas, et qui sont sous la vague, et qui se sentent écrasés. Mais l'ombre, puisqu'il faut en parler, ces énergies qui ont été créées par les erreurs des hommes, hein, depuis des millions d'années, les hommes ont fait beaucoup d'erreurs, ont créé l'ombre. L'ombre, c'est pas une constante universelle, comme certains croient. Certains croient que l'ombre, c'est bien parce que ça fait équilibrer la lumière, mais l'univers n'est pas dans la dualité. C'est nous qui sommes dans une dualité, c'est de l'invention. L'ombre existe, mais elle est issue des fermetures que nous avons opérées nous-mêmes dans nos consciences. Pourquoi la planète Terre est isolée ? Elle n'est pas en contact avec les autres planètes qui existent. Pourquoi les vaisseaux ne peuvent pas atterrir et repartir? Et pourquoi nous ne pouvons pas aller passer nos week-ends sur Vénus? C'est parce que nous sommes isolés dans notre conscience et que nous sommes dans un plan ralenti, écrasé, et nous sommes coupés du reste du cosmos. Alors qu'ailleurs, les gens se promènent, voyagent, apprennent, dialoguent, communiquent. Le regard de la compassion. Un jour, je discutais avec un ancesteur cosmique et je ne sais plus ce qu'il m'avait dit et je lui ai répondu « Oui, tu dis ça parce que ça se voit que tu n'es pas incarné, parce qu'ici, nous sommes au casse-pipe. » Et il me dit « Rêveur, tu ne vois qu'une toute petite tranche de l'orange et nous voyons l'orange tout entière. » Ils savent tout ce qui se passe à tous les niveaux, même dans le subconscient des êtres les plus noirs. Et il faut qu'ils aient une sacrée dose d'amour pour pouvoir aider à tous les niveaux et ne pas tenir compte même des âneries qu'ils entendent sur eux-mêmes. Souvent, je dis, le pauvre Ashtar, heureusement, qu'il en est à ce point d'évolution où il fait plus attention aux bêtises que l'on dit sur lui. Le regard que qu'ont ces êtres-là sur nous, je dirais, c'est plus de la peine qu'autre chose. Mais moi, quand je vois des enfants qui sont massacrés par des guerriers, mais j'ai de la peine, ça me fait mal, je souffre. Et combien d'êtres aussi ne supportent pas ce qui se passe actuellement? C'est la même chose, transposée. Je vais vous dire une chose. Un jour, un instructeur m'a dit, tu verras, à un certain moment, tu vivras sur un autre plan par rapport à la Terre, et puis il est passé à autre chose. Bon, j'avais tellement de questions que je n'ai pas approfondi ça. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais vivre sur un autre plan, je serai invisible par rapport aux autres. Comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Maintenant, je sais. Là, actuellement, bien physique que je suis, je vis sur un certain plan où j'essaie d'ouvrir ma conscience, j'essaie de communiquer avec des entités spirituelles évoluées, j'essaie d'adapter mon comportement à ce que je comprends, et pendant ce temps-là, des gens sont en train de placer des bombes. C'est pas la même terre, ça. On n'est plus dans le même plan. Ou même lorsqu'on va en ville et qu'on voit des gens qui n'ont plus aucun respect de rien ni de personne, qui polluent ou qui agissent en créant des soucis à d'autres, en s'en fichant complètement, on n'est plus sur le même plan. Sur la Terre, déjà, il y a
un certain nombre de plans où les gens ne communiquent plus, quoi, pratiquement plus. Le domaine spirituel n'est jamais séparé de notre vie. Comme un jour me disait un instructeur, le boulanger qui fait son pain avec amour parce qu'il va nourrir ses clients, il est spirituel. Il m'a dit, quand toi, à l'époque, tu faisais des maisons, tu construisais des ouvrages d'art pour le bien de l'humanité, des êtres, et que tu le faisais avec amour et conscience, j'étais spirituel. Donc le mot spirituel, c'est vivre et concevoir les choses au niveau de l'esprit. Bon, tout en étant dans la matière. Mais la vie est difficile en incarnation actuellement. Nous sommes en contact, consciemment ou pas, avec des guides. Il suffit de leur demander de l'aide. Parce que souvent, les guides sont là pour nous donner des informations, mais on a fermé les écoutilles, on est complètement sourd. Et de l'autre côté, ils s'époumonnent en disant « mais tu vas comprendre, j'ai ça à te dire pour t'aider ». Mais nous, ici, en étant incarnés, oui, il faut demander de l'aide. Aide-moi à comprendre ça, aide-moi à dépasser ça, aide-moi à obtenir cela. Et je dis toujours, en y mettant deux conditions, à condition que ce soit en accord avec mon plan d'incarnation et à condition que ce soit en harmonie avec les lois universelles. Nous avons tous un cheminement dans notre incarnation qui dépend d'un certain nombre de facteurs qui ont été déterminés avec notre accord à 20 incarnations. Et si on veut obtenir quelque chose alors qu'on n'a pas à l'obtenir, ne serait-ce que par un effet karmique par exemple, si on force pour l'obtenir, eh bien on provoque un problème qu'il faudra régler en plus après. Voilà. Donc il faut prendre des précautions, mais il faut demander. Moi je passe mon temps à demander. Alors j'obtiens ou je n'obtiens pas suivant les circonstances. Quand je n'obtiens pas, je dis bon ben voilà, ce n'est pas le moment, ce n'est pas la circonstance, c'est à moi à gérer ça. Et puis parfois il y a des miracles qui se font. Et j'ai eu dans ma vie plein de miracles. Les miracles ça existe, oui, j'en ai eu plein. J'ai vécu plein de choses difficiles aussi, mais bon voilà. Mais il faut être dans cet état de détachement. En disant, bon, voilà la situation, voilà mes difficultés, il y en a qui sont les légitimes, il y en a d'autres que je peux éviter, aidez-moi à éviter ce que je peux éviter. Il y a un dialogue qui doit s'opérer maintenant entre l'homme de la terre et les plans subtils. C'est le moment. Il arrivera un jour où ça sera courant, mais il faut déjà commencer. Et lorsque, dans les moments difficiles de ma vie, je me disais qu'auraient fait des êtres de conscience supérieure, là, dans cette circonstance, la réponse me venait toujours, mais c'était ce qui me demandait le plus d'efforts, et ce qui était le plus difficile, et ce que je voulais le moins. Évidemment, parce que quand on a quelque chose à apprendre, c'est difficile, mais une fois qu'on le sait, c'est facile. Et puis, et la personne qui va venir, on vient d'apprendre, juste, on vient de dépasser tel élément, c'est intégré dans notre état de conscience. Bon, et puis la personne qui va venir juste derrière en disant j'ai tel problème, tu vas dire comment, tu sais pas faire ça, mais c'est facile, je vais t'expliquer. Évidemment, on vient d'intégrer, mais avant, on était en train de ramer. Tout, c'est un ensemble. La vie est un ensemble de cause à effet. On est en dehors de tous les critères d'évolution. Dans tous les secteurs de la société, c'est alerte rouge. Hein. Et on continue à patauger allègrement là-dedans, parce que cette humanité, elle s'est vraiment trop enfoncée et elle a des difficultés à s'en sortir, malgré, je répète, les aides énormes que cette humanité reçoit de toutes les sources possibles, universelles, cosmiques. Et c'est le seul crop circle où il y a un message qui a été traduit directement. Alors, ce crop circle est très très complexe, mais là, c'est comme si on avait une image à la télévision. Donc ce sont des lignes, et on voit un extraterrestre. He's holding on to a CD. They figured those guys are at CD technology level. We'll burn them one. So they burned us a CD, and sure enough, on the CD is a string of a binary code. C'est un langage qui a été traduit à la minute par tous les internautes, qui nous dit, en l'occurrence,
ayez confiance en nous, etc. Nous sommes là pour vous aider à y voir clair. Vous pouvez avoir encore de l'espoir. D'ailleurs, de dire, il faut vous relever les manches, mais il y a encore temps, quoi. C'est-à-dire un message d'espoir. Il y a ceux qui bloquent, il y a ceux qui ne veulent pas. Il faut se remettre en question pour évoluer. C'est un peu comme une bouteille avec de l'eau qui est sale, hein, qui est nauséabonde. Il faut bien vider cette eau pour mettre de l'eau propre. Dans le conscient des gens, ça nécessite des remises en question importantes et à tous les niveaux, même au niveau de la médecine, même au niveau des médicaments, au niveau de l'écologie, au niveau de la nourriture, au niveau de l'organisation de la société, sociologique et autres, au niveau scientifique et au niveau religieux. Et il faut actuellement tout remettre en question parce qu'on est encore dans des systèmes antérieurs qui sont obsolètes. Alors, il y a ceux qui font le travail et puis il y a ceux qui ne le font pas. Quand je montre des crop circles à des gens qui me disent « Ah oui, ça c'est des gens avec une planchette mais d'accord ». Et puis il y en a un autre qui me dit « Ah oui, mais ça c'est le vent qui tourbillonne ». Bien sûr. Quand je montre des photos d'OVNI prises par Billy Meyer, par exemple, en plein jour et en gros plan, ah oui, mais ça c'est une maquette. Mais mon grand, qu'est-ce que tu en sais? Oui, parce qu'un jour, il y en a un qui... Oui, c'est vrai, il y en a un qui a fait du trafic de photos, qui a fait des maquettes. Bien sûr, il y en a qui se sont amusés avec des planches de faire des dessins dans les végétaux. Mais c'est pas parce qu'il y en a un ou deux qui s'amusent à faire ça qu'il faut supprimer la totalité. Il y a 2 papis là, qui ont dit qu'ils faisaient ça avec une planche. C'est vrai qu'on peut le faire avec une planche, mais là, ce n'est pas le cas du tout. Et alors, ils ont expliqué que c'était pour faire croire que c'était des pistes d'atterrissage, etc. Alors qu'en fait, 25 ou 30 ans après, on a découvert des tas de propriétés au niveau de ce qu'on pourrait appeler des dessins qui sont sous-jacents, qui sont tellement riches. On aurait aimé que ces personnes-là nous parlent du nombre d'or, des tracés régulateurs, de tout ce qui est à l'intérieur de ces cercles. Tout le monde sait qu'il y a au-dessus de nous autre chose, hein. Une fois qu'on a dit ça, quel est le lien? Faut savoir que notre Terre, notre belle Terre, elle est un petit peu brinque-ballante en ce moment. Et on aurait intérêt, l'humanité aurait intérêt à peut-être faire un petit peu attention. Donc là-haut, on va les appeler les grands frères. Hein. Tout le monde peut les appeler comme il veut, les anges ou les extraterrestres ou les Elohim ou les... Enfin, il y a milliers de mots. Mais ils sont là pour nous protéger. Donc ils vont nous aider. Mais la meilleure façon de nous protéger, c'est de nous faire grandir. Mais de tout temps, il y a des gens qui ont capté n'importe quoi. Il y a eu des erreurs commises, des choses complètement fausses, des interprétations personnelles, parce qu'il faut savoir comment un canal reçoit l'énergie. On ne va pas en parler aujourd'hui là aussi, mais c'est de la physique, c'est la technologie. Donc l'homme peut influencer, interférer à différents niveaux. Le passage de l'information du plan subtil de l'émetteur jusqu'au récepteur conscient. Donc... Bien sûr, il y a, je dirais, beaucoup plus de gens qui disent des bêtises actuellement sur des plans qu'on appelle spirituels que des gens sensés. Oui, quand on m'envoie tout un tas de messages d'information, il y a 80% qui partent à la poubelle immédiatement. Et quand je tombe sur un message qui est droit, qui est pur, pour moi c'est une exception. Oh là là, mais lui il est bon, comment il a fait, voilà. Pourquoi? En ce qui me concerne, j'ai quand même 50 ans de bouteille, mais je me suis efforcé de contrôler les informations pour ne pas aller, moi aussi, dans des voies de garage. Et j'ai eu l'avantage de travailler, à part mes propres perceptions, avec d'autres personnes qui étaient des canaux exceptionnels. J'en ai rencontré 3 dans ma vie, pas plus. 3 plus 1, allez, on va dire 4. Tous les autres, ça ne fonctionnait pas. J'ai vraiment travaillé qu'avec 3 personnes dans ma vie, pour être sûr que tout ce que nous recevions pouvait se coordonner, se recouper. Avant, il n'y avait pas Internet, mais là maintenant, n'importe qui reçoit un message, le met sur Internet, ça fait le tour de la planète en 24 heures, sans savoir s'il est bon, s'il n'est pas bon, si c'est une interférence, si c'est des forces négatives qui agissent à travers l'être, ou si ça a été infiltré, ou s'il a lui-même modifié la coloration du message, en partie ou en totalité. Bon, il faut faire tout un travail.
Il faut que l'être apprenne, il faut qu'il se remette en question, il faut qu'il soit contrôlé. Bon, mais tout ça n'existe pas à l'heure actuelle. Et comme je dis parfois, il faut passer de l'OVNI à l'OFPI. Alors les gens, qu'est-ce que c'est l'OFPI? Objet volant parfaitement identifié. Parce que pour moi, c'est pas parce qu'on voit 3 lumières dans le ciel qui se baladent que c'est une preuve. Pour moi, ça veut rien dire. Hein. Pourtant, bon, j'ai vu des vaisseaux et surtout la vibration. Tout à l'heure, on disait comment faire la différence entre un bon et un mauvais message. Mais il faut développer sa sensibilité. Et il faut ressentir à travers son canal intuitif ce qui se passe dans la réalité. Les gens croient qu'on est un corps humain, les religions nous ont fait croire qu'on était un corps. Non, c'est pas ça du tout. On est d'abord un esprit qui utilise un corps. Quand on aura compris ça, tout changera, parce que ça veut dire qu'on est beaucoup plus grand que le corps. On est autre chose. So you see, already, this is a key to understanding your nature and your potential. How many times in the year do you turn your senses inward and connect with your infinite nature? Certains montent en énergie et ils arrivent à se connecter parce qu'ils montent tellement fort qu'ils se rapprochent de ce monde vibratoire. Et par contre, dans le monde vibratoire, il y en a qui essayent de contacter, donc il faut qu'ils s'alourdissent pour venir à notre rencontre. C'est ça qui est formidable, c'est que on cherche toujours à l'extérieur, on va mettre de l'argent comme c'est pas possible pour envoyer des choses là dans l'espace, alors qu'en fait, c'est ici. Plus on développe sa sensibilité, plus on développe son intuition, plus on se protège des formes non-lumière, eh bien, on met toutes les chances de l'autre côté de bien ressentir. Mais combien de gens disent dans tel endroit je ne peux pas y aller, je me sens pas bien, ça vibre mal. Là, quand je vais dans tel supermarché, j'ai des vertiges. Là, je peux plus supporter. Là, tout d'un coup, il y a un endroit où je me sens accéléré. Bon, ben voilà, c'est la sensibilité des gens, leur intuition, qui fait qu'ils rentrent dans un système dynamique positif. Ça représente une minorité, pour l'instant. Il y a trop de consciences qui ne sont pas conscientes et qui font n'importe quoi, qui vont provoquer ces déséquilibres perturbateurs et qui enclenchent des catastrophes. Les catastrophes ne sont pas naturelles. Dans le système solaire, les planètes ont eu le temps de s'équilibrer. Ça y est, pendant la formation du système solaire, il y avait de grands bouleversements, mais maintenant, tout est en place, sauf sur la Terre. Donc à partir de là, il faut savoir qu'il faut bien penser, positif, harmoniser. Imaginez la planète dans la lumière, avec les pollutions résorbées, avec un équilibre des règnes végétal, minéral aussi et animal. Et il faut penser, voir l'être humain évoluer, baigner dans une certaine vibration de lumière. Et on va aider Gaïa à reprendre son équilibre. Je vais vous dire une chose. Un jour, un instructeur m'a dit que si le pire pouvait arriver sur cette planète, que l'homme détruise la totalité de la vie sur la planète, il suffirait de quelques milliers d'années pour que Gaïa refonde entièrement ses énergies et reprenne son équilibre en totalité. Donc Gaïa a la capacité de le faire, mais ce serait bien que nous, qui sommes des locataires de Gaïa, des habitants, que Gaïa a accepté d'avoir en elle-même par amour pour qu'on puisse évoluer ici, ce serait bien que nous l'aidions, ceux qui sont conscients, à penser positif, de manière positive et créatrice. Et là, on l'aide. Gaïa est prête à donner tout ce qu'elle a, et je vous jure qu'elle est capable de donner à l'homme tout ce dont il a besoin et à profusion. Seulement, c'est nous qui nous coupons de ce qu'on nous propose. Gaïa est généreuse, mais s'il se passe tellement d'abominations ici, c'est grâce à l'homme. Et s'il y a tellement de perturbations, c'est à cause de l'homme.